Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting. Nous sommes le jeudi 2 octobre 2014, conférence de presse de Mario Draghi à partir de 14h30, décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne à 13h45 et donc session de trading à partir de 14h15 cet après-midi avec Nicolas Chéron. On va faire un point sur ces marchés avec des marchés actions US qui cassent des supports. Pas évident de trouver une raison fondamentale, mais en tout cas sur le plan technique, nous l'avions anticipé sur un certain nombre de marchés. Les indices européens sont aussi sous pression, le DAX notamment, mais le FTSE, ça vous le savez, l'indice suisse SMI aussi, qui présentait d'ailleurs en début de semaine une bonne opportunité de vente, et le CAC 40 qui étonnamment a surperformé, enfermé dans un espèce de range, pourrait lui aussi et va selon toute vraisemblance casser son support à 4350 points, à moins que Mario Draghi nous sorte quelque chose d'extrêmement favorable au marché actions, mais dans tous les cas, j'ai le souvenir que les précédentes décisions de Mario Draghi, ça avait en effet permis des séances favorables pour les indices qui avaient été immédiatement vendus, en tout cas dans les 48 heures qui avaient suivi. Donc, quoi qu'il arrive cet après-midi avec la Banque Centrale Européenne, même si un rebond devait avoir lieu sur les marchés actions, je pense qu'il serait opportun pour vendre si vous n'avez pas déjà engagé des ventes sur votre compte de trading. Voilà donc en tout cas pour la trame de fond. Je vais vous montrer un certain nombre de choses qui sont extrêmement défavorables à la tendance des marchés actions, notamment donc sur le mois d'octobre. Un mois d'octobre que nous avions anticipé justement très défavorable, tout comme d'ailleurs le mois de septembre. Alors forcément, lorsqu'on regarde le CAC 40, c'est une espèce de glissade baissière qui ne présente pas finalement un caractère vertical, mais il y a d'autres indices, le FTSE 100 par exemple, ou encore un indice large américain, le Russell 2000, qui ont perdu 10% depuis le début du mois de septembre. Et il y en a encore d'autres, hein, la US 200, l'indice australien, les actions australiennes qui ont perdu plus de 10% aussi depuis le début du mois de septembre, le DAX aussi qui a une configuration graphique extrêmement détestable. Bref, il y avait un certain nombre d'opportunités de vente tout au long du mois de septembre qui portent leurs fruits et qui ont encore du potentiel. C'est ça donc qu'il faut garder à l'esprit. Quant au dollar américain, il respire, il consolide. Vous aviez hier des opportunités qui avaient été mises en avant dans nos diverses émissions et articles sur le site, notamment la vente USD Yen à 110 yens, qui aujourd'hui porte ses fruits puisque la paire perd 170 pips depuis hier. Mais il y avait aussi la UD-USD, le support majeur qui avait été mis en évidence aussi par nos soins, le GBP-USD sur un 61,60, l'eurodoll. Alors l'eurodoll c'est pas encore très sensible, cependant on a quand même fait un point bas à 1,2570 $, qui était la partie basse d'un canal de baisse. J'ai une forme de conviction et que j'espère que la Banque Centrale Européenne et le NFP ne va pas bouleverser, c'est que vendredi nous aurons une clôture au-dessus des 1,2750. C'est une conviction, en tout cas c'est une attente, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que si c'est le cas, la semaine prochaine sera fortement haussière pour la paire euro-dollar si elle reprend les 1,2750 en clôture hebdomadaire. Le scénario alternatif, c'est quoi? Eh bien, une cassure en ligne droite, une explosion de tous les supports, une chute en ligne droite à 1,22 ou 1,23 $. La seule chose qui pourrait permettre ça serait cet après-midi des annonces extrêmement radicales de la part de la Banque Centrale Européenne. Mais en tout cas, pour l'instant, l'analyse technique ne suggère pas ce scénario. Voilà donc pour l'introduction. J'ai essayé de faire un résumé rapide de cette situation technique des marchés. Maintenant, je vais vous montrer un certain nombre de choses, notamment donc ici l'indice Dow Jones, sur lequel vous a été proposé en début de semaine une lecture en épaule, tête-épaule, avec donc cette possibilité de passer vendeur sous les 17 150 points. Il y avait encore une opportunité le 30 septembre. Il s'avère que le marché US a donc bien cassé les 16 927 points. Nous sommes désormais donc en tendance baissière sur cet indice Dow Jones, avec donc l'activation de cette figure d'inversion de tendance. Les marchés actions US sont sous pression, mais il ne s'agit pas uniquement des grosses capitalisations boursières, et justement il s'agit un peu plus spécifiquement de l'ensemble des marchés. Vous avez sous les yeux ici l'indice Russell 2000, donc, qui représente la tendance des petites et moyennes capitalisations boursières aux États-Unis, ce qu'on peut appeler les troupes, lorsque je compare l'indice Dow Jones aux généraux. Et en réalité, ce marché est en train de sortir par le bas d'une phase de distribution qui a duré pas loin de un semestre, puisque le Russell a réalisé une phase latérale très large, en fait, depuis l'automne 2013.
et qu'il en sort par le bas. Il est en train donc voilà, de casser ce niveau-là. Alors il s'agit ici des cours de clôture hebdomadaires, mais je pense que c'est un signal de vente qui a été donné et qui est en train d'être donné sur le Russell 2000. Attention, puisque en cours de clôture journalier, en fait, on revient tester ici ces points bas à 1081 points, mais en cours de clôture, c'est déjà cassé. Regardez ce qui s'était passé à l'époque. Sur ce niveau des 1080 points, le Russell 2000 avait fait un marteau ici en février 2014 et à nouveau un marteau en mai 2014. Là, ce n'est absolument pas le cas. Les chandeliers japonais ont un autre visage et donc je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. En tout cas, je pense que le Russell 2000 va se replier en direction de cette oblique en place depuis 2009, ce qui, eh bien, laisse envisager probablement encore 10% de baisse supplémentaire au mois d'octobre, ou en tout cas lors des 8 prochaines semaines, sur ce marché action des petites et moyennes valeurs aux États-Unis. Concernant ce que l'on appelle le Death Cross, ça a été envisagé, Death Cross, pardon, ça a été envisagé, mis en avant par un certain nombre de personnes ici dans nos diverses émissions, et en effet il s'avère que nous avons ce croisement de moyenne mobile là qui est défavorable. Alors c'est désormais le biais que j'ai sur ce marché tant qu'il sera sous la résistance à 1112 points, 1115 points, et clairement cela n'augure rien de bon pour la tendance générale des marchés actions. Donc clairement sur le Dow Jones, vous le savez, sur l'indice S&P 500, qui lui est donc en train de casser en réalité une ligne de tendance en place ici depuis novembre 2012, et donc je pense qu'il va se replier au mois d'octobre en direction ici des 1900 points. Le Dow c'est aussi donc le cas, et enfin vous avez ici donc un indice Nasdaq 100 qui sort donc par le bas d'une configuration en triangle élargi, une formation chartiste en porte-voix, qui alors généralement est rangée dans les livres comme étant une figure de sommet. Et bien donc, a priori, il s'agit à nouveau ici d'une figure de sommet. Alors maintenant, parlons peu, parlons bien. Quelles ont été les opportunités de trading qui vous ont été suggérées ou proposées de diverses façons? Vous avez eu les 17 150 points du Dow, mais vous en avez eu d'autres. Vous avez eu, je crois, une stratégie de vente proposée par Nicolas et Adrian sur le FTSE 600. À nouveau par Adrian sur le DAX. Vous avez eu le Nikkei 225 en début de semaine via une alerte sur notre site internet, ou encore l'indice suisse SMI qui présentait lui une opportunité de vente de long terme, puisque ce marché action suisse recule depuis la partie haute d'une formation large elle aussi de 1 an en biseau ascendant, formation d'essoufflement qui est donc presque monstrueuse ici sur cet indice SMI. Ici vous avez le CFD SUI 30, et donc ce marché a perdu bien 150 points depuis le début de la semaine, et ce n'est probablement que le début de la baisse du marché action suisse. Alors maintenant, qu'en est-il du CAC 40 et des marchés actions européens de manière générale? Le CAC, lui, étonnamment, c'est probablement dû à sa composition, résiste mieux. Mais je ne pense pas que ce soit un signe favorable pour les marchés actions de manière générale, puisque le DAX, lui, est dans une configuration qui est clairement délicate. Prenez notamment vos graphiques hebdomadaires du DAX 30. Nul doute que ce marché va rejoindre en octobre les 8900-9000 points, un niveau qui, on verra bien, mais pourrait cette fois-ci céder. Il s'agirait du 4e test en l'espace de 8 mois des 8900-9000 points. Et finalement, si je devais faire un parallèle sur ces graphiques hebdomadaires, je pense que le DAX se rapproche beaucoup du Russell 2000, à savoir une phase latérale qui dure depuis 8 mois et qui finalement s'apparente à une phase de distribution de moyen terme. Donc le DAX sous-performe. Cette semaine, il y avait une première résistance ici à 9480 points qui a été vendue 2 fois par le marché. Et je pense donc que nous avons ici une phase baissière intéressante. Le point commun sur ces marchés actions européens, c'est naturellement la structure chartiste ici journalière, mais vous avez aussi la moyenne mobile à 20 jours qui prend une pente baissière, qui avait été assez largement vendue d'ailleurs. Point de départ de la baisse avait été donné le 19 septembre par des configurations en étoiles filantes. Et enfin,
pour terminer sur les perspectives des marchés actions européens, en amont bien sûr de la conférence de presse de Mario Draghi, eh bien je m'intéresse toujours à cet indice Eurostoxx 50 et notamment à ce qui pourrait se passer la semaine prochaine avec ce qu'on appelle un twist ici en date du 7 octobre qui m'inquiète hautement. C'est-à-dire que je pense qu'à court terme, ce marché peut rejoindre les 3150 points, mais il y a clairement derrière un risque de chute en direction tout simplement des 3000 et des 3050 points. Alors, personne n'est devin ici, ce qui est certain c'est que les différentes opportunités dont on a pu vous parler depuis plusieurs semaines portent leurs fruits sur les marchés indiciels. Après, il vous appartient de gérer ces positions de trading à l'aide de stops de protection qui peuvent être de deux natures, soit suiveurs, à savoir rabaisser à chaque fois que le marché casse un niveau de support, vous le positionnez au-dessus de la résistance, ou si vous souhaitez jouer un repli de moyen terme, eh bien au niveau actuel des cours, peut-être encore conserver le stop non pas au niveau initial, mais au niveau d'entrée. Ce qu'on appelle un stop 0. Donc voilà pour ces marchés actions. Maintenant qu'en est-il pour le CAC 40, je dois admettre que ce marché est encore sur support. C'est étonnant, mais il est encore sur son support des 4340 points. Alors j'imagine que on peut se dire il est sur support. Il est vrai que Mario Draghi, lorsqu'il a pris la parole en juin, encore début septembre, il a fait monter les marchés. Donc on peut se dire ça va encore faire monter le CAC 40 depuis 4340 points. Eh bien, c'est possible. C'est-à-dire que le CAC peut rebondir sur 4340 points et revenir chercher 4430. Eh bien, mon opinion sera qu'il faudra vendre à ce moment-là 4430 points. Donc, ce serait finalement une opportunité pour les retardataires. Et enfin, je vous invite à vous concentrer sur, ici, les deux précédents, je vais appeler ça les chandeliers de Mario Draghi. Voici les deux chandeliers de Mario Draghi. Nous avons ici celui du 5 juin 2014 et nous avons naturellement ici celui du 4 septembre 2014. Il s'agissait de hausse sans lendemain. Et à peu de choses près, à 24 ou 48 heures près, il s'agissait de top pour le marché. Donc, quand bien même cet après-midi, le marché action européen serait soutenu par des annonces favorables de Mario Draghi, je pense qu'il s'agirait d'opportunités de vente au contact des niveaux de résistance technique. Et je ne donne pas cher à terme du support à 4340 points du CAC 40, support pour lequel, en dépit de ce qui pourrait se passer cet après-midi, je ne recommande pas l'achat. Voilà donc pour ces marchés actions. Si vous avez des questions plus précises sur un de ces indices, n'hésitez pas à laisser vos questions. Je reviens ici sur cette stratégie de vente qui a été proposée par Romain Cap, notre analyste, sur l'indice Nikkei sous la résistance à 16 300 points. C'était une alerte de marché qui a été publiée sur le site le 30 septembre, donc en début de semaine. Elle a porté ses fruits, ce marché se replie, ce marché casse des supports. Et je pense que ce marché va encore se replier. Qu'est-ce qui finalement m'invite à penser cela? Alors déjà, il y a l'analyse technique du Nikkei 225, mais surtout le yen japonais. Et là, je dois en effet tirer mon chapeau bas à Nicolas Chéron qui, assez rapidement, a considéré que les paires en yen avaient fait des tops importants ici mi-septembre, même sur ici par exemple le GBP yen. Eh bien, il s'avère que le yen japonais a tout simplement tenu ses plus bas annuels. Alors, il suffit pour ça de regarder un indice. L'indice du yen, l'indice composite, et j'en reviens ici donc à l'USD yen. Et bien l'USD yen a donc reculé fortement depuis les 110 yens. Il y avait un certain nombre de signaux précurseurs, notamment une combinaison qui est toujours intéressante, à savoir lorsqu'on observe une figure chartiste d'essoufflement. Ici il s'agissait d'un biseau ascendant bien visible en données 4 heures, qui était renforcé par des indicateurs de momentum qui eux s'essoufflaient. Nous avons aujourd'hui un signal très négatif sur l'USD yen, à savoir un RSI journalier qui s'est maintenu au-dessus du niveau des 70 tout au long du mois de septembre et qui aujourd'hui casse à la baisse, en fait hier, le niveau des 70. Ce qui me fait penser que l'USD yen entame à peine un processus de baisse qui va le ramener en direction des 107,50, 106,80 et très probablement un niveau à 105,50 lors des prochaines semaines. Si vous avez vendu 110 yens, vous êtes plutôt bien. Si maintenant ce n'est pas le cas et que vous souhaitez vendre, quel serait finalement
un niveau de rebond en intraday, eh bien il y a probablement une première résistance ici à 108,70, 108,75. Reste que clairement nous vous avons recommandé des ventes à 110 et sous 110 yens. Encore hier après-midi dans l'émission Wall Street Insider, la paire de devises valait 109,70 et elle avait été suggérée comme étant celle présentant encore du rendement risque. Donc il me sera difficile de répondre à la question, peut-on encore vendre maintenant si elle se présente dans la file commentaire. Prochain support à casser, le niveau des 108,25. Il s'agira du prochain signal de vente si ce niveau de support est cassé, comme je pense très fortement qu'il le sera. Alors maintenant, je vous ai parlé de l'USD-Yen, je pense qu'on peut envisager les autres paires majeures, notamment donc l'AUD-USD. Eh bien, l'AUD-USD finalement présente des caractéristiques de rebond technique. Hier, je vous ai proposé une alerte et un point de marché vous expliquant quels étaient les chandeliers japonais permettant de voir venir au moins 2 à 3 séances de rebond technique. Eh bien, l'AUD-USD permet d'illustrer à nouveau cela, puisqu'hier vous avez eu ce que l'on appelle un chandelier japonais en marteau. C'est toujours intéressant de voir où apparaît ce type de chandelier, tout simplement au contact des 0,8660, tout simplement les plus bas annuels ici, les plus bas du 24 janvier 2014. Alors, forcément, à ce moment-là, lorsqu'on voit ce type de figure, on peut payer à la clôture du chandelier. Aujourd'hui, on a une accélération, c'est intéressant. On va chercher 0,8830. On va chercher ici la moyenne mobile exponentielle à 10 jours. Eh bien, je pense que c'est plutôt bien parti. Alors, l'objectif théorique du marteau, où est-il? J'attrape ici la hauteur du marteau. Le premier, c'est 0,8834. Intéressant, il s'agit d'une résistance chartiste. Lorsqu'elle sera franchie, cela permettra de viser 0,8887. Autre élément à surveiller, vous avez pu observer que le RSI journalier de l'USD-Yen est resté un mois au-dessus du niveau des 70. La cassure des 70 donne un signal de vente. Vous avez eu exactement la même chose sur l'AUD-USD, dont le RSI journalier est resté un mois en dessous du niveau des 30. La cassure haussière du niveau des 30 permettra de viser la neutralité, le seuil des 50, et permettra d'anticiper la cassure haussière des 0,8830. Voilà donc sur la UD-USD, l'USD-Yen a déjà été couvert. Le GBP-USD, alors on voit que la situation est quand même plus complexe sur le GBP-USD, probablement lié à quelque chose qui impacte de manière générale la livre sterling. Je suis déçu, je dois l'admettre, déçu. C'est-à-dire que d'abord j'ai eu un échec sur 62,80 et donc ensuite je me suis intéressé au niveau des 61,60. Et les cours sont toujours couverts par cette satanée moyenne mobile à 20 jours. La livre sterling, de manière générale, teste ses sommets annuels. C'est en tout cas ce que vous montre l'indice de devise Pand Index. Et pour l'instant, on voit que eh bien, ce niveau crée des difficultés ici à la livre sterling. Revoilà à nouveau donc le GBP USD sur ce niveau des 1,6160. J'espère qu'il ne cédera pas. On est dessus, c'est un niveau. Il a été testé notamment le 30 septembre, à nouveau hier. Aujourd'hui même d'ailleurs, le marché avait d'abord bien réagi. On est revenu chercher ici la MM 20 jours. Je pense que désormais, ce qui serait plus judicieux sur ce GBP USD, c'est d'attendre tout simplement la cassure d'une résistance. Si un jour on casse 62,80 à la hausse, ce sera vraiment un signal d'achat. Là, je commence à non pas douter, mais voilà, j'observe comme vous que les niveaux de support peinent à créer des rebonds qui durent plus de 24 heures ici sur ce GBP USD, qui d'ailleurs là, en ce moment où nous parlons, est en train de casser le support des 1,6160. Et donc clairement cela paraît risqué de se positionner à nouveau dessus. Si par contre vous êtes positionné, eh bien il faut conserver son stop initial, il n'y a pas le choix, il faut bien aller jusqu'au bout des positions de trading envisagées, jusqu'à soit qu'il s'agisse d'un succès, soit un échec, donc ici par le stop de protection. Le dollar index, de manière générale, qu'en est-il? Vous l'avez ici. Qu'est-ce qui sera important pour considérer définitivement que le dollar index va respirer?
Je surveille deux choses. D'une part, ce niveau ici à 11 000 points, 11 009 points, pour lequel j'aimerais voir une cassure journalière, car pour le moment ce niveau tient ici sur l'USD Index, c'est un fait. Et puis surtout, il y a un canal ici sur l'indicateur RSI journalier et j'aimerais le voir sortir par le bas. Si le RSI jour du Dow Jones FXM Dollar Index sort par le bas de ce canal, eh bien cela me permettra d'anticiper d'ores et déjà la cassure du niveau des 70. Donc on voit que le dollar US fait tout de même de la résistance. On a cependant un chandelier hier journalier qui porte en lui des anticipations de respiration baissière. Mais voilà, il ne lâche rien, cet USD Index. Et il est probable qu'aujourd'hui on ait davantage une réaction sur l'euro que sur l'USD Index. Je pense davantage que l'USD Index serait susceptible de réagir demain avec les chiffres du NFP. Dans tous les cas, je vais passer maintenant sur la paire euro-dollar. Et là aussi, alors, l'euro-dollar, je pense que cette trendline ici, elle est terminée. Ça c'est terminé. Voilà maintenant l'état des lieux. Dernier signal en date, le marché a tenu ici la partie basse de ce canal, un 25,70. Avons-nous eu hier un chandelier journalier haussier sur l'euro-dollar? Eh bien non. Nous avons une situation qui est complètement différente de la UD-USD. Nous n'avons pas eu en l'état encore de chandelier jour suffisamment bullish à l'image de ce que nous avions eu ici entre l'été 2011 et l'été 2012. Voilà, c'était donc une situation qui vous avait été expliquée hier et c'est vrai que pour l'instant ce type de chandelier favorable est extrêmement manquant. S'il doit avoir lieu, ce sera aujourd'hui ou d'ici demain. Ce qui est certain, c'est que ce niveau des 1,2750, s'il est repris en hausse en cassure hebdomadaire, cela annoncera les 1,30 la semaine prochaine. Pour le moment, on constate que la situation reste incertaine ici sur cette paire euro-dollar. Alors, quel est le scénario qu'il faut quand même évoquer, qui reste de l'ordre du possible? Est-il possible d'assister à une cassure en ligne droite de tous ces niveaux de support et à une chute en direction des 1,22 ou je sais pas, n'importe quoi, des niveaux de support qui se trouvent en tout cas en dessous des 1,25? Eh bien, techniquement c'est possible et fondamentalement tout dépendra des annonces qui seront données cet après-midi. Finalement, si je dois faire la synthèse de tous ces mouvements-là, celle qui me paraît avoir déjà vraiment donné des signaux de baisse, c'est l'USD Yen. Et donc que j'invite à vendre en cas de reprise et quel serait un bon niveau de short en rebond. Honnêtement, si la paire retourne chercher 109, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. 109 me paraît être un bon niveau, c'est plus ou moins le point de décrochage d'hier, si donc ce marché y retourne. L'euro GBP, alors on voit aujourd'hui qu'on a quand même un positionnement vis-à-vis de l'euro, mais que la livre sterling est en souffrance. Le premier test des 0,7750 n'a pas eu lieu, ça c'est certain. Et donc la paire semble déjà être en mesure de repartir, probablement donc un mouvement de retour en direction de ces 0,7873. Attention justement au GBP CHF, attention au GBP CHF qui cette fois-ci a quand même hier, nous avons quelque chose qui est vraiment très proche d'ailleurs d'une étoile filante ici, hier, sur le GBP CHF, qui met cette fois-ci en danger le rythme de progression en place depuis le 10 septembre, qui met en danger ce niveau de support ici à 1,5432. Il est probable que cette reprise de l'euro GBP et cette respiration du GBP CHF ait déjà commencé. Alors, je vais quand même passer sur les indices devises parce que j'aimerais notamment voir ce que font le Pound Index et le Yen Index. Je pense que là, il y a des choses probablement intéressantes à voir. Ça mènera aussi à y voir un peu plus clair. Alors, j'y vais tout de suite. Alors en effet, quelque chose de bien déjà pour le Yen Index. Vous avez ici les chandeliers japonais mensuels de ce marché. On va quand même passer sur un horizon de temps inférieur. Et ouais, en effet, je pense clairement que le yen finalement reste donc dans un range. Et finalement, il s'agit du range en place depuis le début de l'année. Donc
ça va vraiment dans le sens d'une dépréciation à venir encore de l'USD Yen. Et ouais, donc clairement, donc là j'analyse en fait désormais les chandeliers japonais journaliers du Yen Index, et il y a quand même des signaux favorables à la hausse, et clairement favorables. Et ça a commencé donc par ce marteau du 19 septembre. Alors là, ça m'intéresse parce qu'en fait, nous avions un marteau le 19 septembre, le jour où les marchés actions européens ont fait des étoiles filantes. Peut-être un rapprochement que je n'avais pas forcément suffisamment fait. En tout cas, euh, cela conforte le scénario d'un rebond du yen japonais. Un rebond qui n'en est probablement qu'à mi-parcours à court terme. Et qui permet donc de viser sur cet indice de vise au moins ce niveau là, et puis probablement le niveau des 92,60. Donc parmi l'ensemble des paires majeures, USD Yen est soutenu déjà par une reprise du Yen Index, c'est certain, et pourrait être à nouveau renforcé dans une dépréciation par un dollar US qui lui viendrait à nouveau viendrait consolider. Et pour ça, il faut casser en clôture jour pour de bon ce niveau des 11 000 points. Et là, l'USD Yen s'effondrera. Alors, en effet, le GBP Index, la situation se complique. Alors, je vais revenir sur ce GBP Index. La dernière fois que j'ai évoqué cet indice de devise, nous étions ici le 8 septembre. Ouverture d'un gap baissier, retour sur une ligne de tendance. Pour tout un tas de raisons, ce gap n'était pas vu comme un gap de rupture. Nous en avons donc anticipé le comblement. Ensuite, une belle tendance haussière a suivi. Et puis donc, depuis cette séance du 19 septembre, ce marché n'a pas réussi à dépasser les sommets annuels. Le pound index est sous pression à court terme. Faut-il l'acheter? Non. Clairement, non. Pas aujourd'hui, probablement pas demain non plus. Il a démarré un mouvement de baisse, le pound index, qui peut probablement encore durer. Je pense qu'il faut l'exclure des stratégies d'achat à court terme. C'est incertain. Et je pense qu'en réalité, Euro-GBP a déjà entamé un rebond technique en direction des 0,7880. Je ne serais donc pas acheteur de ce niveau, par exemple ici sur le pound index. Cela me paraît trop tôt ici pour chercher des achats. Alors je reviens sur l'horizon de temps journalier. Bon, il y a un certain nombre d'articles sur le site qui reviennent sur des indicateurs précurseurs de la baisse, notamment les volatilités implicites. Vous avez aussi notre stratégie sur le Bund. Il s'avère que le yen japonais avait donc réalisé un marteau le 19 septembre et qu'il est probablement parti pour une phase de progression supérieure, encore supérieure à celle que nous voyons. Je me permets de vous montrer ici sur la plateforme FXSM la tendance générale de l'indice de volatilité implicite, ici de l'indice S&P 500 qui gagne tout simplement 70% depuis cette séance du 1er juillet. Et là aussi c'était intéressant parce qu'au fond c'était une forme de divergence. Les indices US faisaient de nouveau plus haut, alors marginaux, mais en tout cas se stabilisaient, étaient flat en fait. Les marchés actions américains étaient complètement flat. Et dans cette période complètement flat, voir la vol implicite gagner 70%, c'était quand même un signal d'alerte extrêmement sérieux et qui aujourd'hui se confirme en fait cette semaine par la cassure des niveaux de support, notamment ici sur le Russell mais aussi sur le Dow, le SP500 et le Nasdaq. Donc voilà pour l'ensemble de ces marchés. J'ai évoqué le cas des paires majeures. Je n'y couperai pas, je passe en vue les pétroles pour en terminer et ensuite je répondrai donc à vos questions. Alors où est-il? J'avais quelque chose à vous montrer, voilà. Donc les pétroles, alors qu'est-ce que j'ai écrit sur les pétroles? Il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai proposé mi-septembre une double stratégie d'achat des niveaux de support qui ont fonctionné sur le WTI. Ça n'a pas fonctionné sur le Brent. Adrian d'ailleurs avait anticipé la cassure de ce support sur le Brent. J'ai écrit un article lundi expliquant que sur le WTI il fallait remonter les stops, sachant que sous 95 $,
c'était compliqué d'envisager davantage de hausse, et bien le marché a tranché, il pulvérise donc tous les supports. La stratégie est donc terminée. Au niveau de vos positions trading, je ne sais pas comment cela s'est passé. J'espère que le fait d'avoir remonté les stops a permis de sécuriser des gains, ou que dans le pire des cas, les positions trading sont sorties avec un solde complètement neutre. En tout cas, désormais, des signaux de vente sont donnés ici sur ces marchés du pétrole qui vont se replier clairement davantage. Vous avez des objectifs qui avaient été annoncés par Adrian sur les cours du Brent. Quant au WTI, eh bien, je ne vois malheureusement plus de support avant un niveau qui se situe à 85 $. Et donc, ce marché, comme l'ensemble des matières premières, avait donné donc des signaux de vente. Les pétroles s'alignent sur les signaux donnés par les métaux précieux il y a maintenant une dizaine de jours. Phase de questions-réponses, on démarre. Alors, donc première question de visiteur sur le DAX, ensuite le Russell, je poste les premiers commentaires et je les reprends dans l'ordre. GBP NZD, donc voilà les trois premiers actifs, le DAX et le GBP NZD. Alors le DAX, on en a déjà quand même pas mal parlé. Le graphique journalier, je vous l'ai déjà montré. Je vais donc vous montrer un graphique en données hebdomadaires maintenant, qui m'invite clairement à penser qu'on ira chercher 9000 points en octobre. Et on peut casser ces 9000 points. 9000 points, ça a été acheté à 3 reprises depuis le début de l'année. Sauf que cette fois-ci, j'ai des doutes. Alors pourquoi ? Voici le DAX en données hebdomadaires. Ce niveau des 9000 points a donc été acheté en décembre 2013. Il a été acheté en mars 2014 et il a été acheté en août 2014. Déjà, il y a un signal de vente qui a été donné vendredi de la semaine dernière, la cassure de la moyenne mobile à 30 semaines. Moyenne mobile à 30 semaines qui, pour la première fois depuis 2012, passe d'une pente ascendante à une pente plate. C'est plat, quoi, c'est neutre. C'est donc une situation nouvelle. Clairement, le DAX va se replier en direction des 9000 points, et cette fois-ci, si jamais ce niveau cède, eh bien c'est clairement cette oblique de tendance haussière en place depuis septembre 2011 qui sera cassée. Alors, on verra, hein, on ne peut pas anticiper un tel scénario, mais en tout cas, voilà le niveau qui appelle très très fort, avec un haut-parleur, les cours ici, lors des prochaines semaines. Et donc ça, il s'agit du graphique en données mensuelles qui invitait notamment à vendre à 10 000 points dès le mois de juin 2014, avec une divergence baissière mensuelle parfaitement active depuis le mois de juin dernier sur le DAX. Le GBP NZD. Alors le Russell 2000, c'est un indice comme n'importe lequel, sauf qu'il contient 2000 petites et moyennes valeurs US. Et clairement, il était précurseur en effet des signaux de vente donnés cette semaine par le Dow Jones, avec l'adage très connu, à savoir que les troupes ne suivaient pas les généraux. En clair, les indices larges ne confirmaient pas les indices des grosses capitalisations boursières, et voire même donnaient plutôt un message opposé. Le GBP NZD. Alors, le GBP NZD est aujourd'hui sous pression, car la livre sterling est sous pression. Cependant, le GBP NZD, j'ai deux choses à dire. D'une part, objectif atteint. Il s'agissait d'un objectif annoncé ici à 2,10. Il a été atteint. Je crois d'ailleurs que Adrian vous a proposé à la fois cet objectif de hausse et en même temps une stratégie de vente des 2,10. Ce marché désormais se replie. Nous avons ici une cassure de momentum et un indicateur de momentum qui quitte la zone de surachat en cassant le niveau des 70. Il ne faut pas aujourd'hui acheter le GBP NZD qui va se replier, qui va tout simplement consolider cette phase ascendante. Nous sommes en fait en train de retracer tout ce mouvement de hausse, et donc il est possible que ce marché revienne chercher peut-être les 2,03, 2,04. En tout cas, laissons ce marché corriger encore à cette semaine. Si jamais un jour on doit revenir à l'achat dessus, eh bien on s'exprimera sur ce sujet. Mais pour l'instant, cela me paraît clairement trop tôt. L'IBEX.
Alors, ai-je une analyse à jour pour l'IBEX? Non. Euh, je n'ai pas d'analyse à jour. Cependant, cependant, je pense que à moyen terme, il y a un scénario qu'il ne faut pas exclure, qui est celui d'un double top majeur à 11 240 points. À court terme, on a ce niveau, 10 620. Je ne l'achète pas. Et je pense qu'en réalité, le risque de repli eh bien, est tout simplement en direction de ce niveau ici, à 9 962 points. Alors en intermédiaire, on a ce niveau ici à 10 420 points. Alors c'est certain que lorsqu'on regarde le CAC, l'IBEX, c'est moins négatif que d'autres, mais clairement lorsque je vois les signaux que donnent ici les marchés actions US, je n'ai absolument pas envie de considérer que ces niveaux sur l'IBEX ou encore le CAC sont des niveaux d'entrée. Quant au MIB, pour terminer sur ces indices du sud de l'Europe, on est probablement sorti par le bas d'une configuration, c'est une espèce de fanion de conso, sorti par le bas de cette pattern là. Donc je pense que derrière nous aurons davantage de baisse ici sur le MIB en direction des 20 035 points, mais en fait revenir chercher ici finalement ces points bas ici de août 2014. Donc j'en fais une lecture similaire ici sur l'IBEX. Et je pense que ce support est ici en danger. Alors on verra bien, hein, comme évoqué tout à l'heure, des rebonds peuvent intervenir avec, je ne sais pas quels sont les termes ou encore les plans qu'annoncera Mario Draghi. Va-t-il annoncer un quantitative easing, donc un achat direct d'actifs financiers? On verra bien cet après-midi. À suivre. De toute façon, ce type d'annonce fondamentale, ça crée beaucoup de vols. L'idée c'est que derrière, l'analyse technique proposée ici ne soit pas bouleversée en fin de semaine. Donc l'euro GBP, je crois que on peut dire chapeau bas à notre analyste Romain Cap, qui a anticipé hier un retournement de cette paire de devises en direction donc de cette résistance ici à 0,7875. Alors, le gold, le GBP, le gold. Alors le gold, que penser du gold? Que penser du gold? Alors ce que j'en pense, c'est que sous les 1240 c'est le dernier signal. Est-ce que ce marché nous prépare un rebond technique? Alors déjà, quels pourraient être les fondamentaux favorables à court terme? Peut-être cette respiration attendue du doll. Ok. Sur le plan de la liste technique, nous avons peut-être en effet un essoufflement de la baisse. Un essoufflement de la baisse, pardon. Bon, je vais quand même être extrêmement méfiant sur ces marchés qui sont sous pression. Cependant, si les signaux de vente se confirment sur les marchés actions et que des capitaux quittent les marchés actions, ils vont bien aller quelque part. On sait bien qu'ils vont vers le marché obligataire. On vous a proposé pour ça une stratégie d'achat sur le Bund. Doit-on considérer que l'or peut faire un rebond technique? C'est possible. Je commence à avoir ici en données journalières des signaux favorables, en tout cas des signaux d'alerte. Dans l'esprit, en effet, un début de divergence. Bon, il y a encore un certain nombre de conditions, mais je ne serai plus vendeur au niveau actuel. On a une compression ici. Ça peut tenir, mais si vous voulez, ça va être sérieusement compliqué de proposer des achats tant qu'on se maintient sous ce niveau-là, sur l'once d'or. Mais bon, on a en effet ici une compression, un actif qui est quand même assez largement survendu, un début de divergence haussière en données journalières. Bon. Mais je suis gêné tant que nous sommes ici dans cette compression. Après, ça ne me choquerait pas si le marché tient ses 1200 $, qu'on puisse revenir tester 1240. Mais
honnêtement, faut pas se précipiter à l'achat. C'est hautement compliqué. D'autant plus que l'argent ne présente pas du tout ce même type de pré-signaux. Sortir par le bas d'un canal de baisse. On a à nouveau aujourd'hui la résistance à 17,32 qui est vendue par le marché. En réalité, les matières premières sont quand même globalement sous pression. Je ne suis pas certain qu'une simple respiration du doll, qui n'est pour l'instant pas acquise, puisse permettre une reprise de ces marchés. Donc, je pense qu'il est trop tôt pour chercher des longs sur ces marchés. Le Bund. Question sur le Bund. Tenez vos achats sans sourciller. La cible reste un retour en direction des sommets de août 2014 et derrière, probablement des cassures haussières. Alors Lionel, donc vous avez encaissé vos ventes sur les indices US pour éviter d'être exposé à la Banque Centrale Européenne, quitte à rentrer dans un second temps. Donc je pense que Lionel vous donnait à tous ici une leçon de gestion du risque. Vous avez bien vendu en début de semaine, vous avez encaissé des gains et vous préférez sortir du marché avant les annonces de cet après-midi qui peuvent en effet créer de la volatilité. Donc ça me paraît tout à fait intéressant et rentrer dans un second temps, je n'ai rien à dire, ça me paraît excellent. Alors, commentaire de cette fois-ci, non pas de Lionel mais de Léonel. Il s'agit de quoi? Alors, il s'agit du SMI. Vous êtes donc vendeur sur le SMI, donc ça c'est plutôt pas mal. Quels sont mes objectifs? Alors, j'ai ici un graphique weekly. En fait, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est une cassure weekly des 8720. C'était une première cible que j'ai donnée. Si on casse 8720, je vise 8300. Vous avez vendu, vous tenez. La recommandation en fait de vente était entre 8800 et 8850. Donc on a fait 8840, donc je pense que vous pouvez être actuellement dedans. Donc je viserai voilà, tout simplement ce niveau, 8300, 8350. Alors, JP. Alors, je pense qu'il est un peu trop tôt pour envisager le rallye de fin d'année, qui ne commence pas en octobre. Généralement, en fait, ça fait plutôt référence à la dernière quinzaine du mois de décembre. Donc, à garder en tête, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Alors, GBP Yen, aujourd'hui, je pense qu'il faut se méfier de la livre sterling. Je pense qu'elle va se replier davantage. Je ne chercherai pas d'achat sur la livre sterling aujourd'hui. Il y a sûrement des éléments fondamentaux qui l'expliquent. Donc, pas d'achat de livre sterling cette semaine. Laissez-la consolider. On verra la semaine prochaine. Et je reconnais donc mon échec sur le GBP USD. Mais voilà. D'autant plus que sur le GBP Yen, on a quand même quelque chose favorable au Yen sur le plan technique. Et je pense que ça peut encore progresser le Yen. Je ferai un point notamment sur l'indice de devise et ses perspectives rapidement. Pablo, vous avez vendu le WTI à 92, eh bien c'est parfait, vous êtes content et c'est une belle position. Alors Nico 2010, le GBP NZD. Alors, vous êtes passé à l'achat sur le GBP NZD, vous me demandez faut-il couper? Si vous êtes passé à l'achat sur le GBP NZD, vous aviez probablement identifié un bon point, je ne sais pas combien vous êtes positionné. Ce que je vous invite à faire, moi, c'est aller jusqu'au bout de votre stratégie de trading, puisque votre position est live. Vous avez eu un cours d'entrée, forcément un stop, un objectif de cours. Tout ce que je dis maintenant ne doit pas vous amener à modifier tout ce que vous aviez prévu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Même si j'estime que là, à court terme, il est compliqué d'être à l'achat sur la livre sterling.
Le GBP CHF, après une phase de progression d'à peu près 600 pips, consolide, à l'image du rebond technique de l'euro GBP. Nous allons en fait quitter cette ligne de tendance qui était de toute façon beaucoup trop pentue, et nous allons certainement aller chercher ce niveau-là à 1,54. 1,54, ça peut correspondre à 0,7880 sur l'euro GBP. Probable, peut-être que des acheteurs se présenteront à ce niveau-là, mais vous constatez que c'est un niveau qui se situe encore 50 pips en dessous du niveau actuel des cours. D'autre part, nous avons ici une étoile filante. Quel est son objectif théorique? Je ne serais pas surpris qu'elle corresponde au niveau chartiste. Et pile poil 1,54. Donc voilà, un à dire. Alors pour le WTI, je vais prendre le temps d'envisager où est-ce que pourrait aller ce marché à moyen terme. Donc c'est vrai que j'utilise pas souvent le FIBO sur l'axe du temps. Le WTI nous l'avons déjà évoqué, GBP/CHF à l'instant, le Brent, le WTI aussi. Où trouver le VIX? Alors c'est tout simple. Il faut personnaliser votre plateforme à l'aide de l'indicateur Yahoo Finance que vous trouvez sur le site FX Code Base. Tout est rassemblé dans le forum. Nous vous avons en fait donné tous les liens dans notre section indicateur personnalisé. Donc je vous donne le lien. En fait, cette application Yahoo Finance, elle vous permet tout simplement d'ajouter des indicateurs qu'on ne vous propose pas à l'investissement sur la plateforme de trading. Donc voilà, tout est expliqué ici. Yahoo Finance Chart View. Voilà. Donc, je poste ça. Comment donc ajouter des indicateurs comme le VIX à votre plateforme? Et voici le lien. Voilà. Bon, on ne peut pas investir dessus, mais pas chez nous en tout cas. Par contre, il faut plus l'utiliser comme un outil d'aide à l'analyse. Donc voilà, je pense avoir répondu à un certain nombre de questions, donc je vais désormais vous laisser. À partir de 14h15, vous retrouvez Nicolas Chéron pour une session de trading suite et pendant la conférence de presse de Mario Draghi. Quoi qu'il arrive, cet après-midi, ce sont des choses que l'analyse technique ne peut pas forcément voir venir, hein, surtout lorsqu'on a une prise de parole comme ça de Mario Draghi. Donc il ne faudra pas se précipiter, ni en tirer des conclusions hâtives. Imaginons une énorme verte sur les indices. Ah bah vous ne l'aviez pas prévu. Personne ne peut prévoir ça. En tout cas, il s'agira probablement, si le marché devait faire ça, de points de vente au contact de résistance. Et je pense que tout à l'heure, Lionel nous a donné une bonne leçon de gestion du risque, à savoir qu'il a encaissé tous ses gains avant l'événement, qu'il attend de voir la réaction des prix pour reprendre des positions qui auront tout le temps de s'exprimer les séances suivantes. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve demain pour une session de trading NFP à partir de 14h15.